Troisième partie de ce douzième cours sur la maison et en ce moment l'économie. On continue, troisième et dernière partie. Les Grecs avaient distingué de l'économie une technique, la crématistique, du grec krémata qui veut dire richesse, qui s'occupait de la production et la gestion des richesses, ce qu'on appellerait aujourd'hui la finance. Mais les Grecs ne sont pas tombés dans l'erreur de confondre ces deux sciences que sont l'économie et la crématistique, et ils ont considéré la crématistique au service de l'économie, c'est-à-dire la production et la gestion des richesses au service du bien-être des personnes de la maison. Et il y a, au dire de Jean Deja, dans l'économie d'Aristote, une part de lucidité prophétique quand Aristote se demande ce qui arriverait si on confondait l'économie avec la crématistique, en oubliant la finalité humaine qui est le bien-être des maisons et en prenant pour finalité les richesses. Ce grand philosophe grec décrit dans son ouvrage ce qui arriverait si on commettait cette erreur, et ce qu'il décrit est exactement l'histoire économique de l'humanité du XVIIIe siècle à nos jours. Comment a-t-on dévié de cette conception étymologique et traditionnelle de la science économique, ayant pour objet le bien-être humain dans les maisons, à cette focalisation maladive sur la production des richesses? Vous voyez ? Demandez à un homme de la risque à l'économie, il vous répondra immanquablement: c'est ce qui concerne la production et la circulation des richesses, c'est-à-dire des ressources matérielles. Alors certes, pour vivre notre vie d'homme en société, il faut bien s'occuper de la production et de la gestion des richesses, mais ce ne doit pas être un but en soi. Le but doit toujours rester le bien-être des maisons, car c'est à cela que sont ordonnées les richesses. Elle ne constitue pas un but en elle-même. Si vous voulez, ça fait comme si une ménagère elle allait faire les courses et qu'elle mettait tout son but à remplir son caddie. Voilà. Une fois qu'elle l'a fait, elle dirait ça y est, j'ai tout fait mon. Non, après il faut. Le but c'est pas de remplir le caddie, c'est de subvenir à nos besoins matériels, en particulier une nourriture, et pour que nous puissions vivre une vie normale, c'est-à-dire être heureux du point de vue naturel, du point de vue des biens de la terre. C'est comment dire, la production et la gestion des richesses sont nécessaires, mais c'est pas le but. Le but, c'est l'homme, ce ne sont pas les richesses. Et la science qui s'occupe de la gestion des richesses doit être soumise à la science qui s'occupe du bien de l'homme. Toujours l'histoire de fin, ça on a oublié, ça, la finalité dans les nouvelles philosophies, c'est un peu le bazar. Causa finis, causa causarum, la fin est la cause des causes, c'est elle qui dirige tout en fin de compte. Et quand on tient la fin, on tient tout en fin de compte. On tient que ce soit dans le domaine de l'agir ou dans le domaine de la connaissance. Pour expliquer tout, verichir et per causa chir, et on ne connaît vraiment les choses que par leur cause, et puis parmi les causes, c'est la cause finale qui explique tout. Et puis c'est normal, que si vous voulez, il faut retrouver ce qu'est le bien de l'homme en général, et puis chacun dans sa vie cherche le but, je veux dire, il faut chercher ce qu'est le but de l'homme en général, et puis chacun dans sa vie a un but qu'il cherche à réaliser, et c'est ça qui dirige tout dans sa vie. Bon, que le but soit bon ou pas bon ou mauvais, ça c'est une autre histoire. Mais et c'est ce qui donne un sens à la vie. C'est comme ça que je vais commencer mon prochain ouvrage. Donner un sens à sa vie. Un sens à sa vie, c'est un sens à un but. S'il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens. Si on ne sait pas où on va, alors non seulement il n'y a pas de sens, mais il n'y a pas non plus d'activité. Parce que s'il n'y a pas de but pour quoi que ce soit pour l'homme ou même pour les choses, il y a toujours une fin, un but de l'activité.
Si par exemple, on l'a déjà vu, hein, si je me déplace pas ni vers le haut, ni vers le bas, ni vers la gauche, ni vers la droite, pour simplifier, hein, ni en avant, ni en arrière, je me déplace pas. Il y a toujours une finalité. Il y a des philosophies qui ont voulu démolir la finalité dans le monde. Hein. Alors que la finalité, non seulement est super importante, parce que sans elle, il ne se fera rien, mais en plus, elle est démonstrative de l'existence de Dieu. Alors, pour vous dire dans quel état on est aujourd'hui du point de vue... bon, enfin, vous le savez, hein, vous voyez bien que ça va mal, mais vous voyez pas trop les tenants et les aboutissants, et justement, là, ces cours sont faits pour les mettre, pour les remarquer. Les remarquer, hein. Moi, je rappelle, on n'essaye pas d'inculquer des idées qui nous viendraient à nous, personnellement, ou en groupe, mais simplement faire voir ce qui est, tout simplement. Là, vous reconnaissez que c'est logique, la production et la gestion des richesses n'est pas un but en soi. Le but, c'est le bien-être de l'homme. C'est tout à fait évident pour une famille, pour des gens particuliers, et ça l'est aussi d'une certaine manière pour l'économie en général. La déviation a commencé au XVIIIe siècle et en prenant les moyens pour la fin, on a pris la science économique pour la production et la gestion des richesses. Alors là, j'ai dû oublier quelque chose. Oui, ça c'était pour... vous voyez, j'ai barré bien-être de la maison. Quand on a pris la climatistique pour l'économie, on a supprimé le but qui est le bien-être des maisons. Bon, maintenant on passe à ce... Alors attendez, non mais c'est pas ça, qu'est-ce qui se passe là? Bon, on continue. La déviation. Attendez, je regarde. Oui. C'est ça. Oui, bah ça sera pour le... Non, on était bien là. Ça sera pour et l'autre, ça sera pour tout à l'heure. Donc vous laissez de côté libéralisme via la production sans limite, c'est pas pour tout de suite. Là, on a mis la croix sur le bien-être de la maison. Donc la déviation a commencé au XVIIIe siècle. Et en prenant les moyens pour la fin, on a pris la science économique, voilà, à gauche, là, pour la science économique à droite, pardon, pour la production et la gestion des richesses à gauche, et on a abouti à une économie matérialiste de type physique ou pure technique. Hein. On comprend l'absurdité d'une telle interprétation, car à quoi bon produire si le but est la production elle-même? C'est comme là, on veut absolument produire des voitures, faut que l'industrie des voitures, il faut que ça, évidemment, ça entraîne beaucoup, dans un certain sens, ça entraîne des emplois, et si la production baisse, ben ça entraîne du chômage, etc. Mais c'est pas, la production n'est pas le but. Il faut voir, et si on n'arrive pas à caser les voitures, ben faut trouver un autre travail pour les gens, vous voyez, et puis qu'ils comprennent que le but c'est pas de produire des voitures, c'est de... Vous voyez, c'est comme si un menuisier, il se mettait à faire des meubles, des salles à manger, par exemple, hein, des meubles, tables, chaises, et puis buffet de salle à manger. Produit, ça marche bien, mais il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, puis il arrive un moment où les gens, ils en ont assez. Alors, et lui, il veut continuer de produire des salles à manger. C'est complètement idiot, vous voyez. Si les gens, ils ont assez de tout le monde a une salle à manger, bon, ben... il a qu'à faire des chambres à coucher. Non, je prends des exemples idiots, mais on en est là, si vous voulez. On entend sérieusement les gens ou les politiques vous disent ils sont sans arrêt en train de dire il faut favoriser l'industrie automobile. Bon. Alors c'est sûr que c'est pas facile à gérer non plus. Hein. Il faut voir quel est le bien des gens, etc. Bon, selon les principes qu'on a posés ici, avec lesquels tout le monde n'est pas forcément d'accord. Alors ça, c'est une autre affaire. Après, bah, c'est le but de la politique qu'on a vu où il faut convaincre les gens du meilleur bien. Et puis les décider à prendre le chemin vers celui-ci, vous voyez.
Voilà, on comprend l'absurdité d'une telle interprétation, car à quoi bon produire si le but est la production elle-même? Comment le XVIIIe siècle en est arrivé à une telle aberration? Alors c'est, selon Jean Dolja, l'influence de l'individualisme qui a conduit dans le domaine économique au libéralisme. Voilà, c'est là que vient la petite note en bas, là, libéralisme égale production solamite, c'est-à-dire, dans le domaine économique, on est arrivé au libéralisme, c'est-à-dire on est arrivé à une liberté pour tout individu, sans limite, et sans règle de toute activité de production et d'échange. Vous voyez, chacun peut produire autant qu'il veut. Bon, ça, tout le monde connaît l'histoire. Le régime, alors, c'est un certain attrait parce que c'est favoriser la liberté, mais le résultat est que l'unique moteur de la vie économique dans ce domaine-là est devenu la recherche du plus grand profit. Vous voyez le problème. Et comme on trouve le plus grand profit à produire le plus possible, si on est producteur, à échanger le plus possible si on est commerçant, de là est que la production et la circulation des richesses sont devenues la fin de la science économique. Vous voyez, c'est succinct. En supprimant toute organisation et toute règle, le libéralisme a conduit évidemment à l'exploitation des plus faibles par les plus forts, bien sûr, et par conséquent à de grands désordres. C'est comme dans la jungle, c'est le gros qui bouffe le petit, et donc ceux qui peuvent grossir par chance ou par capacité aussi, il y a des gens qui ont beaucoup de capacité, ça c'est pas un reproche, mais ce qu'il faudrait c'est tâcher d'harmoniser tout ça, vous voyez. Donc, avec ces histoires-là, c'est la jungle, c'est une véritable jungle où les gros mangent les petits, les lions mangent les brebis, etc. Les brebis, c'est nous, là, c'est pas... Alors, au XIXe siècle, ces désordres vont s'étaler avec ceux du libéralisme, ce qui provoquera une réaction très violente appelée le socialisme. Le socialisme se présente comme un remède au désordre issu du libéralisme. Vous voyez? Oui, parce que là, ils ont vu qu'il y avait des richesses extraordinaires, puis en plus, ils exploitaient les ouvriers à ce moment-là, il fallait voir. On retournait à l'esclavage pratiquement, pas partout, mais dans pas mal de domaines. La question a été traitée à la fin du XIXe siècle avec le pape Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum. Léon XIII y condamne d'abord le libéralisme, puis montre l'irruption du socialisme comme un remède au libéralisme et déclare que le remède est pire que le mal. Pourquoi? Parce que le socialisme n'a pas retrouvé la conception morale et humaine d'une science économique ayant pour finalité le bien humain dans les maisons. Bon, vous avez compris, entre parenthèses, que maintenant, quand on parle des maisons, on parle de la fête des familles, les gens qui sont dedans, évidemment. Le bien des maisons, c'est le bien-être des gens, et bien-être au bon sens du terme, c'est-à-dire au sens où elle favorise la nature humaine, dans le sens où elle est faite pour être heureuse, d'abord avec les biens de la terre, avec une quantité suffisante et une qualité suffisante des biens de la terre. Le socialisme maintient une économie matérialiste, purement technique, purement physique, ayant pour finalité les richesses matérielles, comme le libéralisme. Alors vous direz quelle est la différence? C'est que, à la recherche de l'enrichissement individuel qui caractérisait le libéralisme, le socialisme a substitué la recherche de la puissance collective, et par là, il n'a fait qu'aggraver le mal, en supprimant la liberté individuelle pour favoriser une puissance de plus en plus totalitaire et destructrice, en définitive du véritable bien des familles. En plus de maintenir une économie matérialiste, il supprime la liberté. Et vous avez ça en Chine, maintenant, qui est soi-disant un régime communiste qui s'ouvre au libéralisme, mais faut voir, il y a des documentaires là, il y en a un qui est pas mal là, sur les milliardaires, les anciens milliardaires de Chine, je ne sais plus le titre exact, qui montre que ils sont recherchés et puis
Si un jour il dévie un petit peu trop, on n'entend plus parler d'eux. Hein. Où est passé Monsieur Chin? On ne sait pas. Personne ne sait, ni la famille, ni personne. Alors soit il est enfermé, soit il est exécuté, ou soit on simule un suicide, et puis voilà, on est débarrassé. Hein, la liberté, la quick. Si donc on nous demande de choisir entre le libéralisme et le socialisme, il faut rejeter l'un comme l'autre, car tous deux nous présentent la science économique comme une conception matérialiste, purement physique ou purement technique, alors qu'elle doit être une science morale et humaine, avec pour finalité humaine le bien-être des maisons. C'est pourquoi en toute proposition de réforme ou de révolution économique, il faut d'abord se demander quelle est la fin poursuivie. Bon, je ne parle pas des révolutions, on a ça dans les pays arabes en ce moment là. Bon, sans vouloir critiquer personne, on juge seulement des situations et des choses. Mais pour dire qu'on veut changer, il n'y a pas que là, hein, c'est partout pareil, hein, on veut du changement, on voit que ça va mal et puis on veut du changement. On croit que le changement, ça va donner de l'amélioration. Alors on ne sait pas par quel bout la prendre. Vous avez eu le printemps arabe par exemple, bon ça y est, révolution, tout ça va être merveilleux, et puis on en est toujours au même point, hein, parce qu'on ne sait pas prendre les problèmes. On croit que tout casser, ça va résoudre le problème. On casse tout, puis on va reconstruire par-dessus, à condition de savoir comment construire. Hein, donc, on dit là, bien, c'est en toute proposition de réforme ou de révolution économique ou de révolution tout court, il faut d'abord se demander quelle est la fin poursuivie. Hein? Quand, par exemple, alors, je ne sais pas si j'ai vu là, oui c'est ça. Quand, par exemple, on se propose de faire un voyage, avant de se poser des questions sur les bagages ou les moyens de transport, il faut d'abord déterminer où on va aller. Hein? C'est le but qui déterminera le reste, le nombre et la dimension des bagages et les moyens de transport. Comme je disais, tout est dans la fin. Voulez-vous réformer le système économique? Ben, très bien. Quel est votre but? Si c'est le profit et l'enrichissement individuel, au revoir et merci, vos projets ne nous intéressent pas, car ils favorisent l'erreur individualiste, l'erreur individualiste, libérale et capitaliste. Si votre but est la puissance collective, au revoir et merci, votre projet ne nous intéresse pas, car il favorise l'erreur socialiste, collectiviste et totalitaire. Par contre, si votre but est le bien-être des maisons, alors nous sommes d'accord sur la finalité et nous pouvons discuter sur les moyens, à employer en vue de cette fin. Malheureusement, nos faiseurs de plans de réforme n'ont pour préoccupation que la productivité. Tout est mis au service des producteurs. Puis avec cette histoire de croissance, là, mais bon, je ne suis pas spécialiste en économie, mais quand j'ai entendu ça, quand on a commencé à entendre ça plus sérieusement, je dis, mais il y a quelque chose qui va pas, la croissance. Mais pourquoi la croissance? Et si on arrive à un état de vie satisfaisant, pourquoi croître, toujours croître? Hein? Alors c'est vrai que quand on commence dans la vie, par exemple un ménage qui se met ensemble, qui veut avoir des enfants, qui veut fonder une famille, bon, bah, il faut augmenter les richesses pour avoir ce qu'il faut pour subvenir aux besoins. Mais une fois qu'on est arrivé à un certain mode de vie, bah, pas pourquoi on va continuer de croître, gagner des sous, acheter. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas non plus être figé dans l'économie, mais il peut y avoir certaines variations. Et c'est vrai que si on peut mettre des économies de côté, c'est pas un mal, mais faut pas que ça soit faut pas que ça devienne démesuré, et puis aussi, surtout, faut pas que ça soit le but. Le but, c'est d'arriver à un certain niveau de vie pour tout le monde. Et puis là, bon, bah, après ça, on va voir ce qu'on peut faire, certaines améliorations d'un côté ou de l'autre. Il ne s'agit pas non plus de réduire tout le monde au même plan. Ça, c'est l'erreur du socialisme. On coupe tout ce qui dépasse, y compris les têtes.
voyez, il peut y avoir des gens plus aisés que d'autres. Mais c'est pas le but. Le but, c'est le bien-être des maisons, puis on verra ceux qui ont plus, ils sont destinés à faire profiter les autres de leur supplément. Il ne faut pas qu'ils gardent tout ça pour eux, pour se produire, pour se rendre heureux au détriment des autres, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire encore enfin, vous voyez, c'est tout ce qui est le plus évident, mais... Alors, oui, ce que je voulais dire aussi, bon, c'est vrai que pour les politiques, c'est pas facile, parce qu'on est parti dans un système où ça marche comme ça. Alors, c'est un mammouth mondial, maintenant. Alors, pour faire marche arrière, ou même pour freiner, ou pour changer les choses, alors, heureusement, il y a des gens qui manifestent. Il y a les jeunes, la jeune Greta, là, je sais plus comment elle s'appelle, et puis d'autres personnes qui manifestent, et puis qui veulent. Il y a des gens qui construisent, enfin, qui organisent des petits villages où les gens essayent de vivre entre eux. Pas complètement coupés du monde, ils restent quand même en relation, mais ils essayent d'établir... Alors, ils ont une économie interne avec une monnaie interne, etc. Alors, ils disent, bon, on vit moins, ça dépend lesquels, mais il y en a qui disent on vit moins bien qu'avant, mais au moins, on a des productions locales, on vit entre nous, on a ce qu'il faut pour vivre, et puis ça fait une meilleure vie, des meilleures relations entre les gens, parce qu'ils sentent qu'ils dépendent les uns des autres, vous voyez. Que là, dans cette économie monstrueuse, là, on ne sait pas. Bon, moi j'aime bien, je vais chez Leclerc, c'est vrai qu'on prend son caddie, en 1 heure, 2 heures, on a tout pour 15 jours. Bon, ça c'est pratique, mais le gros problème, c'est qu'on est déshumanisé au possible, et ça favorise de beaucoup l'individualisme, tout ça, qui est une vraie plaie aujourd'hui dans notre monde. Vous voyez? Alors donc, les lignes qu'on donne ici, bon, c'est pas facile pour les politiques, pour tous, c'est facile pour personne, parce que maintenant c'est très complexe, et en plus, non seulement dans un pays donné, mais aussi parce que c'est devenu mondial, et on peut pas tirer comme je dis toujours, on peut pas tirer une pierre d'un côté sans que tout s'écoule dans une autre partie. Alors, nous sommes d'accord si nous sommes d'accord sur la finalité, donc nous pouvons discuter sur les moyens employés en vue de cette fin. Mais on va être obligé d'y venir, et c'est là que ces cours pourront être, bon, j'espère, malheureusement ils n'ont pas encore grande diffusion, mais j'espère que, enfin ces cours, voilà, la doctrine sociale de l'Église, en fait, que ce soit par moi ou par un autre, peu importe, ce qu'il faut, c'est retrouver le chemin du bonheur pour l'homme, d'abord naturel sur la terre, et aussi le chemin, le bonheur auquel tout le monde aspire, le bonheur infini, parce qu'on a le cœur de l'homme est fait pour l'infini, il ne se satisfait pas d'aucune chose finie, aussi belle soit-elle. Voilà, malheureusement, nos faiseurs de plans de réforme n'ont pour préoccupation que la productivité, donc on dit ils ne sont pas complètement coupables, ils sont un peu prisonniers aussi. Tout est mis au service des producteurs. Le moindre bon sens nous montre que la production est ordonnée à ce qu'on produit, car si on produit, c'est pour produire quelque chose. Et si on produit quelque chose, c'est pour une utilité quelconque, vous voyez, toujours la finalité. Et donc, il faut voir quelle est l'utilité de cette production, si elle est pour le vrai bien de l'homme ou non. Par exemple, on met l'accent sur la production automobile, et on dit que l'économie va bien, du moins, ce qu'on disait tout à l'heure, du moins en ce secteur, si on produit beaucoup d'automobiles, et qu'il va mal si la production ralentit. Bon, il est vrai que l'emploi suit derrière, comme on le disait, mais l'emploi n'est pas non plus un but. Vous voyez ? C'est le but pour lequel on produit qui doit régir la production, et non la production elle-même. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Il faut revenir à ce qu'est le vrai bien de l'homme, et tout ordonner à cela. Et on verra l'économie repartir, comme on dit, parce qu'elle aura retrouvé sa raison d'être. Et tout va se rétablir, parce qu'on va arrêter ce gâchis énorme de production, de choses produites qui ne sont pas vendues ou qui sont... Et puis des transports à n'en pas finir. Je voyais un documentaire sur Amazon, là, où c'est très bien, on a la chose le lendemain, ou bientôt on va l'avoir hier, on l'a commandé. Mais il montrait que des fois il y a un camion qui part avec un seul article dedans, qui est au centre de l'Europe.
et pour que tout le monde soit satisfait le plus rapidement possible. Et on groupe les envois quand on peut, mais quand on peut pas, le machin part quand même, et bon. On ne peut pas avancer en marchant sur la tête, et c'est pourtant ce qu'on fait depuis 2 siècles. Ça vous surprend peut-être ce qu'on dit là, mais si vous suivez bien ce qu'on dit, vous le reconnaîtrez. Vous savez, de toute façon, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est évident pour tout le monde. Si donc on veut faire une révolution et changer quelque chose, il faut changer de but et viser le bon, c'est-à-dire le vrai bien de l'homme, et le bien ultime. Alors, je dis pas seulement le bien naturel, mais aussi le bien pour lequel l'homme est fait profondément, transcendantalement, c'est-à-dire Dieu en fin de compte. On l'a vu. Un aspect très expressif à propos des désordres, il faut avancer parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Un aspect très expressif à propos des désordres de notre temps en ce qui concerne l'économie, c'est la doctrine de Karl Marx, qui dit que la valeur économique d'un produit, c'est la quantité de travail qu'il a fallu pour le produire. Mais ceci est faux, du moins en partie, on va le voir. Car on peut avoir un produit très élaboré qui a demandé beaucoup d'heures de travail et ne rien valoir sur le marché, parce qu'il ne répond à aucun besoin de l'homme dans sa relation à sa fin dernière. Et par exemple, on peut dépenser beaucoup de temps et d'argent pour faire avec un grand art un film pornographique qui non seulement n'a aucune valeur pour l'homme en tant que tel, mais de plus sera nocif à ce point de vue. Le produit aura alors plutôt une valeur négative et les gens qui l'auront produit seront gravement responsables d'une corruption de la société. Ils sont gravement responsables d'une corruption de la société. Et ils le seront aussi au jugement dernier. Et donc il faudra non seulement ne pas les récompenser pour leur travail, mais au contraire les en punir. La valeur du... Là je regardais un documentaire sur Michel Piccoli, là. C'est incroyable le mal qu'il a pu faire à lui, puis à d'autres, ses producteurs de films et tout. La grande bouffe et tous ces machins, mais c'est des horreurs, j'en avais entendu parler, mais là j'ai vu quelques extraits, c'est vraiment monstrueux, monstrueux. La valeur du produit n'est pas du tout en relation avec la quantité de peine qu'il a fallu pour le produire, mais avec la fin dernière de l'homme. Vous voyez, toujours la fin, la valeur des choses en raison de la fin. Et même si on vise la bonne fin, la valeur du produit ne sera pas toujours calculée en raison du travail qu'il a fallu pour le produire, mais de la chose elle-même. Autrement, les choses qui ne demandent aucun travail n'auront aucune valeur, ce qui n'a pas de sens, parce que beaucoup de choses de la nature ont une grande valeur en elles-mêmes, comme l'eau par exemple, et qui ne demandent aucun effort de l'homme, comme l'eau ou la chaleur ou la lumière du soleil. Bon, l'eau, quoique l'eau, bientôt ça va peut-être devenir un produit luxe qui va demander beaucoup de travail. Ces propos peuvent surprendre, mais on est dans cet état d'esprit aujourd'hui, n'a de valeur que l'artificiel, alors que le naturel est méprisable du point de vue économique. Je parle du point de vue économique, les gens aiment bien la nature, mais que vaut un arbre, par exemple. J'étais menuisier et charpentier, et puis j'ai aussi fait de l'abattage dans les foyers de charité quand j'étais en communauté. Et on a vendu des arbres, c'était malheureux, un beau chêne, des beaux chênes, ça on les vendait, je ne sais plus combien, 100 ou 200 euros. Voilà. Et puis alors toutes les branches, tout ça, ça va au feu. Et puis là, ça dépend de la cote sur le marché. Et il faut retrouver les vraies valeurs des choses, les valeurs ontologiques, qui viennent d'être, ontologique ça vient d'être. Ce qui ne veut pas dire que le travail n'ait pas de valeur, bien sûr, mais il doit être indépendant de la valeur des choses en elles-mêmes. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut payer la valeur des choses naturelles à l'homme. Il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et les choses iront beaucoup mieux. Ceci non plus n'est pas anodin. On a tendance à mettre un peu trop Dieu de côté, comme s'il était un détail externe dans les affaires des hommes. Un luxe, toi t'as la foi, oui, c'est ton truc, moi je fais du cheval, ma copine elle fait de la montagne, bon. Comme on l'a déjà signalé, il ne s'agit pas certes de mélanger les sciences et de parler du divin n'importe
ou n'importe comment, mais de redonner à chacun sa place propre, et à Dieu la première, parce que c'est celle qui lui revient. Il y a un temps où l'on donnait la dîme au clergé. Si on veut retrouver l'ordre qui donne la paix et le bonheur au monde, il faudrait peut-être chercher à retrouver cet ordre. Voyez ? Et l'ordre consiste à mettre chaque chose à sa place, comme on l'a déjà signalé. Et pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il faut donc bien ordonner chaque chose. Le travail certes au bien de l'homme, et l'homme a son véritable bien, et pas seulement à ses besoins matériels. Par suite, la logique individualiste et libérale, ne recherchant que le profit et l'enrichissement individuel, a perdu son but social, qui est le bien-être de tous et de chacun, acquis tous ensemble. Ce qui cause évidemment des problèmes sociaux, comme on en voit aujourd'hui, où chacun se moque des autres et cherche à en profiter au maximum. Bon, en gros, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, mais c'est quand même général. On va essayer ainsi de rejoindre l'économique et le social de façon artificielle, après avoir, de façon délibérée, coupé le lien qui les unissait et qui doit exister naturellement quand on a visé le vrai but, vous voyez. Si en effet le but de l'économie doit être le vrai bien de l'homme, bien acquis tous ensemble avec la société, il est évident que si l'économie vise le vrai bien de l'homme, elle se joint comme naturellement au social. Vous voyez, ça coule de source, c'est important. Bon, il faut le dire aujourd'hui parce que c'est plus évident du tout. Au lieu de cela, on cherche à joindre l'économique et le social par des charges, et avec des organismes chargés d'étudier la question, qui coûteront cher, alourdissant ainsi le social aux dépens des individus, alors que l'ordre naturel conduit à l'inverse, comme on vient de le montrer. Le gouvernement, il s'en sort pas, vouloir faire des lois, parce que on fait une loi d'un côté, paf, ça fiche le camp de l'autre, on fait une loi de l'autre côté, paf, ça refiche le camp par là, ainsi de suite. Alors que si on était tous d'accord pour dire qu'il faut... Bon, ça, c'est pas pour ça que ça serait simple, ça demeurerait complexe, mais on se rapprocherait quand même d'un ordre qui soit plus conforme au but, toujours, le but, le bien de l'homme. Voilà ce qu'on peut dire sur l'économie au niveau des foyers, qui est du domaine privé, en retenant bien qu'elle doit être ordonnée impérativement au bien final naturel de l'homme, et aussi surnaturel, en conséquence. Nous verrons que le domaine public appartient à une autre science sociale qu'on appelle la politique. Et s'il y a une économie privée, qu'on appelle économie domestique, ordonnée au bien privé des foyers, il y aura aussi une économie publique que l'on appelle l'économie politique, ordonnée au bien public. On pourrait objecter que ce qu'on vient d'exposer sur l'économie dite domestique ne se rapporte qu'à des foyers privés. Il y a des entreprises de type artisanal, alors que le développement technique moderne engendre dans la vie sociale de très vastes formes de vie sociale, comme des usines avec des milliers d'ouvriers, ou des organisations professionnelles encore plus grandes, que l'on ne peut plus, semble-t-il, classer dans le domaine privé, mais plutôt dans le domaine public. Alors, certes, l'économie, qu'est-ce qui répond à ça? L'économie contemporaine engendre de très vastes formes de vie sociale, mais, malgré tout, elle se rapporte tout de même au domaine privé, car toute activité professionnelle n'existe qu'en fonction de deux finalités: satisfaire les besoins d'une clientèle, c'est la raison d'être d'une activité professionnelle. Or, cette clientèle se constitue grâce aux besoins des maisons. Voyez ?
Et même si on objecte que certaines entreprises ont pour clients non des foyers mais des entreprises d'une autre profession, il faut dire que l'aboutissement des activités de ces autres entreprises, ce sont les foyers. Si le meunier a pour client le boulanger a pour client les foyers. On peut mettre autant d'intermédiaires que l'on veut, il n'existerait aucune activité professionnelle sans une clientèle terminale constituée par les besoins des maisons. La deuxième finalité d'une activité professionnelle qui se confond en fait avec la première, c'est que ceux qui s'y livrent en tirent le bien nécessaire au bien-être de leur propre maison. Donc, toutes les activités professionnelles n'existent qu'en fonction du bien-être des maisons. Aussi vastes que soient les formes de vie sociale qu'elles font naître, ces diverses formes de vie sociale demeureront du domaine privé. Voilà ce que nous avions à voir à propos du domaine économique de façon philosophique. Alors, les détails d'application dans le concret appartiennent à la science économique elle-même, avec tout le développement technique que cette science a pu acquérir aujourd'hui. Technique qui aura toute son efficacité si elle suit les principes de la vraie philosophie, en particulier par rapport à la fin, cause finale, et sera stérile si elle se croit autonome, car elle n'est pas faite pour être autonome, comme on l'a dit. Elle doit tenir compte du bien ultime de l'homme, sujet que traite la philosophie morale. Et tout se tient, tout s'ordonne parfaitement. Et tout ça, c'est la philosophie, mais une philosophie qui, pas qui tire ses principes de Dieu, parce que du point de vue théologique, parce que la philosophie est une science à part, mais qui vient de gens quand même qui ont retrouvé Dieu et qui ont retrouvé un certain ordre de l'univers, un certain ordre de la nature, dont fait partie l'homme. Et c'est une philosophie qui est essentiellement réaliste, c'est-à-dire qui s'appuie sur la réalité des choses et des gens, pas forcément concrète, réalité aussi de toute la psychologie de l'homme et en particulier sa fin dernière. Et ce qui fait le désastre des autres philosophies, c'est qu'on s'est écarté de la réalité par certains endroits, parce qu'elle ne plaisait pas. On a fait passer la volonté avant l'intelligence, avant la recherche objective. Et, par exemple, si on n'a pas envie de Dieu dans sa vie, dans la vie des hommes, ça va tout déformer, parce que Dieu est nécessairement là, d'abord en tant que cause de tout, et puis aussi en tant que but, en tant qu'il faut lui rendre des comptes et qu'on ne peut pas le mettre de côté. On peut y arriver, on peut le faire disparaître de la mémoire des hommes, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais on ne peut pas le faire sans des grands dégâts. C'est comme si vous enleviez des parties importantes d'une maison en pensant qu'elle va continuer de rester debout. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. Donc voilà, revenir à de meilleures conceptions avec la vraie philosophie qui s'attache à la vraie réalité, que nous aide à découvrir Dieu, parce que malgré que la philosophie ne soit une science à part de la théologie, elle reçoit quand même des lumières d'une vie, de conception normale, de conception dans la sagesse en fin de compte, c'est-à-dire la vraie connaissance et la belle connaissance profonde de toute chose. Alors, par exemple, si vous voulez, pour parler de façon plus concrète, la théologie, c'est ce qui part de la science de Dieu, si vous voulez. Dès l'instant, mais ça se démontre, on ne dit pas que n'importe quoi est la parole de Dieu. On démontre que la parole qu'on étudie vient réellement de Dieu. Après intervient la foi, et la foi, c'est de croire justement que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Puis à partir de là, dans la parole de Dieu, Dieu nous a révélé des tas de choses. Bon, il ne nous a pas tout révélé, les sciences physiques, économiques, chimiques, etc. Mais il nous a révélé des tas de vérités
qu'on n'a pas découvert par nous-mêmes, parce que c'est la théologie donc qui s'appuie sur la parole de Dieu, mais ça donne une piste après en philosophie pour découvrir les choses, vous comprenez? Qu'on peut découvrir après rationnellement et dire, ah bah oui, tiens là, si je vais par là, paf, paf, 2 plus 2 égale 4, plus 2 égale 6, tac, vous voyez? Pour dire que la théologie n'intervient pas dans la philosophie, ce sont deux sciences à part, mais elle peut éclairer la philosophie et lui donner des indications. Et après, la philosophie va parcourir un chemin auquel elle n'aurait pas forcément pensé ou qu'elle aurait moins bien parcouru si elle n'avait pas eu cette lumière. Et on continue. La vie économique comporte 2 activités. Le travail pour produire les ressources nécessaires et l'échange pour les répartir. Nous parlerons la prochaine fois de l'échange, ce sera tout le cours prochain, sur le cours 13. C'est ça, oui, 13 je crois. Et nous voyons aujourd'hui le travail dans ses grandes lignes. Toujours du point de vue philosophique évidemment, ça c'est notre boulot ici, après. Alors la plupart des ressources nécessaires à la maison ne peuvent être obtenues que par le travail. Surtout dans nos pays où les aliments ne poussent pas forcément tout seuls. Et l'homme est, à ce point de vue, comme on l'a noté, parmi les animaux, mis à part son intelligence, le moins bien doté. D'où la nécessité du travail pour le bien humain. Par exemple, on ne peut pas brouter de l'herbe toute la journée. On a besoin d'aliments plus élaborés. Première conséquence, ce travail est un devoir. On ne s'étend pas trop parce que vous êtes un peu long. Première conséquence, ce travail est un devoir pour ceux qui sont en état de le remplir. Ça, il faudra réapprendre aux jeunes, pas seulement réapprendre, mais les convaincre, leur montrer la nécessité de ça, parce qu'on croit que les pauvres... Alors, il y a des bonnes choses, on les aide, on essaye de les aider à mettre le pied à l'étrier, mais les aides, c'est bon dans le sens où elles sont bien comprises et où elles sont bien vécues. Comme toujours, il y a des gens qui en profitent, et puis, vous savez, des fois, on les comprend un peu, quand on leur dit qu'il faut vivre la vie d'aujourd'hui, elle n'est pas très... La vie matérialiste aujourd'hui, athée, etc., jouisseuse, bon, excusez-moi l'expression, mais... Donc, d'où la nécessité du travail pour le bien humain. Première conséquence, ce travail est un devoir pour tous ceux qui sont en état de le remplir. C'est un grand principe à enseigner à nos jeunes, oui, justement, aujourd'hui, qui ne connaissent plus ces choses. Si personne... Moi, j'ai connu ça, j'ai eu un temps de... Bon, je ne vais pas trop faire de digression, mais j'ai connu un temps de battement dans ma jeunesse. Il fallait travailler. Bon, c'est vrai, des fois je travaillais, j'avais un bon métier, je connaissais très bien mon métier, je gagnais bien ma vie avec, mais je pouvais manger la paye en une soirée, faire la fête avec les amis. Bon. Alors, puis après, on n'est pas très en forme pour continuer à reprendre le travail, au moins tout de suite. Retrouver le sens de la vie. Alors, j'ai retrouvé heureusement avec Jésus. Si personne ne travaille, il n'y aurait pas de quoi satisfaire nos besoins. Et si quelques-uns seulement travaillent, il serait injuste que les autres profitent gratuitement de leur travail. Il faut dire ça aux gens qui ne travaillent pas. Pour que vous puissiez vivre, il y a d'autres gens qui travaillent pour vous, qui gagnent, qui vont tous les jours au boulot pour... Et parce que le travail est un devoir, il est digne d'honneur et d'estime, comme tout ce qui fait partie inhérente de la vie humaine, qui est elle-même digne d'honneur et d'estime, la vie humaine. Tout ça, il faut retrouver ça. Le christianisme a toujours professé cette estime due au travail. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'Antiquité païenne, qui professait le mépris du travail. On entend le travail surtout manuel. Les penseurs païens avaient vu quelque chose de très vrai, que le travail n'est qu'un moyen au service du bien humain. Mais de cette grande vérité, ils tiraient la fausse conclusion que, n'étant qu'un moyen, le travail est méprisable. Ils en ont déduit que les âmes libres, les âmes authentiques, selon eux, doivent s'abstenir du travail et prendre à leur service une classe d'hommes considérés comme infra-humains, comme n'étant pas vraiment humains, que sont les esclaves pour accomplir le travail.
Alors souvent c'était des esclaves de guerre en plus, hein, c'était pas des gens du pays. Cette conception est évidemment inacceptable, car les esclaves ont la nature humaine comme les autres hommes, et donc ont les mêmes droits, et en même temps, les mêmes devoirs. Il faut rejeter cette solution inhumaine de l'esclavage et dire que tous les hommes sont égaux devant le devoir du travail qui mérite par là même honneur et estime. Bon, on parle de l'esclavage au sens où les hommes perdent leur dignité d'homme, hein, qui sont considérés comme des animaux, parce que bon, c'est vrai que du point de vue qualité, valeur de l'homme, tous les hommes ne sont pas égaux en capacité. Donc il y a des gens qui sont plus faibles et qui ont plus besoin d'être, j'allais dire, pas à la remorque, mais qui ont besoin d'être secondés, adjutés par d'autres personnes. Mais il faut que tout ça se fasse dans le respect toujours de l'être humain, qui est, quel qu'il soit, qu'il ait des grandes capacités ou qu'il en ait peu, que toujours la nature humaine est quelque chose de digne d'estime et de respect et de révérence en soi. Hein. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais s'il ne faut pas mépriser le travail, il ne faut pas tomber dans l'erreur opposée de l'idolâtrie du travail, comme à notre époque, où beaucoup prennent le travail comme un but et l'homme un moyen en vue de ce but, ce qui équivaut à restaurer l'esclavage. On l'a bien compris, le travail est un moyen et non un but, un moyen pour l'homme d'acquérir les biens nécessaires à l'obtention de sa fin dernière. Bon, il y a aussi, on se cache derrière une suractivité pour ne pas réfléchir sur les grandes questions de l'homme, hein, de la vie humaine. Hein. Je crois que le démon, il est là pour nous empêcher d'avoir un retour de cœur vers la sagesse et la sagesse de Dieu. Attention, hein, de conserver dans le travail, on va en reparler, mais conserver dans le travail peut être passionnant. Hein. Moi, j'avais un travail menuisier charpentier, encore je ne l'ai pas exploité bien comme il faut, j'aurais pu devenir chef d'entreprise, etc. Et ça doit être passionnant. Hein. Il faut faire attention de ne pas se laisser prendre passer par le travail, surtout qu'au bout il y a un gain en plus. Alors, pas se laisser prendre par le travail, savoir réserver des temps, on va en parler, hein, on en a parlé déjà d'ailleurs, des temps de travail intellectuel, de recherche intellectuelle de la sagesse, et puis aussi bien sûr de prière et de culture, hein, cultiver notre côté religieux, hein, pour que tout soit imprégné de la sagesse de Dieu, ce qui lui donne une autre valeur bien supérieure, sans compter les mérites qu'on acquiert ainsi pour nous, notre entourage, et puis pour notre vie, notre fin dernière, après la mort. Ça, on n'y pense pas. Hein. Je vois les gens. Je crois qu'il y a ce qui pense, même parmi les chrétiens, là, à la fin dernière, qu'on va se retrouver devant le juge suprême. Hein, moi je dis souvent, moi je m'en fous, je veux mourir. Je dis en plaisantant un petit peu, mais moi je m'en fous, je veux aller au paradis. Alors on me répond souvent, ah oui, mais on a le temps, on a encore le temps. Ben, je dis non. Bon, c'est sûr qu'il faut y être préparé. Si on n'est pas préparé, on n'a pas trop envie. Mais justement, prendre du temps pour... non, tout ça pour dire ne pas se laisser trop bouffer par le travail. Hein. Une fois reconnu la dignité du travail et qu'il n'est qu'un moyen, il faut dire que si tout homme a le devoir de travailler, il a aussi des droits qui en découlent. Donc, premièrement, l'homme a droit à des conditions de travail qui respectent sa dignité, en particulier en ce qui concerne l'hygiène et la morale. On ne peut admettre aucun travail dégradant, physiquement ou moralement. Deuxièmement, l'homme a droit à un juste gain en conformité à la finalité de la vie économique qui est le bien-être de son foyer.
non seulement du travailleur, mais de son foyer, c'est-à-dire de tous ceux qui le composent. Car le foyer est le but de la vie économique. Et ce juste gain ne doit pas seulement assurer le minimum vital, mais faire bien vivre tout le foyer, c'est-à-dire décemment. Alors bien entendu, la mesure de ce bien vivre ne doit pas être appréciée selon les désirs de chacun, qui sont illimités, mais objectivement, selon les réels besoins déterminés collectivement avec des spécialistes en la matière, selon les possibilités réelles du temps, du lieu et du milieu. Il peut donc varier d'une époque à une autre, d'un lieu à un autre, d'un milieu à un autre. On avait un documentaire justement comme ça, de ces petits villages qui essayent de revivre une économie plus particulière et plus en conformité avec le bien de l'homme. Ils se réunissaient à un moment, puis il y avait plusieurs femmes, donc ils jouaient un petit peu comme une pièce de théâtre. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on va acheter. Est-ce que c'est utile? Est-ce que, attendez, elle disait, oui, alors est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un désir? Alors, il citait plusieurs choses de la vie comme ça, comme, je sais plus, moi, une baguette de pain, un besoin, lisser mes cheveux, un désir, acheter, enfin voilà, vous voyez, faire la différence entre les besoins et les désirs. Bon, c'est des petits détails. Enfin, un petit exemple, je veux dire. Mais vous voyez, à retrouver ce dont on a besoin pour vivre une vie décente. Bah, lisser les cheveux, c'est pas moi, je le fais pas, mais moi, je comprends que les femmes aiment être jolies, et puis on apprécie qu'elles soient jolies, et donc, voilà, mais pas faire attention aux excès. Troisièmement, celui qui a bien accompli son devoir de travail a droit à un loisir suffisant. Non seulement pour se reposer, mais encore pour avoir la disponibilité de temps et d'esprit que l'on doit réserver aux occupations supérieures de la vie humaine, comme on le disait tout de suite, au service desquelles le travail n'est qu'un moyen. Intimité de la vie des époux, éducation des enfants, la plus belle tâche au monde au service de l'humanité, culture intellectuelle, littéraire et artistique. En particulier, la recherche de la sagesse, très important ça, pour n'importe qui, même pour le plus petit, si on peut dire. De première importance, relations d'amitié entre les hommes, vie religieuse, spirituelle, avec la prière. Bon, vie religieuse, c'est un grand mot, mais vie, vous voyez, entretenir la religion en soi, le culte de Dieu et la recherche de la sagesse et savoir ce que Dieu attend de nous aussi, parce que où on organise les choses, c'est bien, mais Dieu, il a aussi des bonnes idées. On peut, non seulement de façon générale, mais aussi pour chacun de nous. Donc on peut lui demander qu'est-ce qu'il en pense, etc. Il ne refusera pas de nous donner sa lumière. Ce ne sera pas une lumière forcément qui sera spécifiquement libellée en dessous, lumière venant du très haut, mais quand on a des bonnes idées, des fois, elles viennent de Dieu, elles viennent d'autant mieux si on le prie. Au service de tout cela, le travail n'est qu'un moyen et doit laisser place à un temps libre suffisant. Il ne faut pas confondre le loisir. Il ne faut donc pas confondre le loisir avec l'oisiveté et l'inaction, mais bien au contraire, le prendre pour un temps plus important que le travail. Vous voyez, un temps ordonné aux tâches supérieures. Vous voyez. Prendre le loisir pour l'oisiveté et l'inaction est une conséquence de l'erreur moderne de faire du travail une sorte d'idolâtrie et du loisir un temps de récupération ordonné au meilleur rendement de travail possible, comme pour une bête de somme qu'on laisse se reposer pour pouvoir en tirer le plus possible ensuite. Ce point montre entre parenthèses à quelle décadence notre époque est arrivée quand on se demande comment occuper les temps de loisirs, alors que ça devrait être le temps des activités les plus humaines, auxquelles tout le reste devrait être ordonné. Quelle opinion auront de nous les siècles futurs s'ils existent et s'ils retrouvent le bon chemin
de notre époque, où l'on ne sait pas quoi faire du temps ordonné au meilleur bien de l'homme. C'est le signe d'une dégradation humaine importante. Quand on pense maintenant à tous ces jeux-là sur Internet, avec des monstres et des destructions, voilà, c'est celui qui va le plus détruire, le plus haïr, le plus... c'est vraiment absurde. En ce qui concerne le vocabulaire, il ne faut pas confondre le travail et l'activité. Tout travail est une activité, mais toute activité n'est pas un travail. Un jeu, par exemple, est une activité, mais pas un travail. Un enfant qui cueille des fleurs dans un pré pour son plaisir, parce qu'il les trouve belles, a une certaine activité, mais ne fait pas un travail. Par contre, l'activité d'un fleuriste qui cueille les mêmes fleurs en vue de les revendre et gagner ainsi sa vie est un travail. Et tout travail est activité, mais toute activité n'est pas travail. Comment faire la différence? Eh bien, on se rappelle que la meilleure façon de résoudre une question est de rechercher ses causes. Et avant tout, la cause finale, comme on le disait tout à l'heure, qui ordonne toutes les autres et détermine la nature de la réponse cherchée. Quelle est la finalité du travail et de l'activité? Eh bien, l'activité du travail, c'est de subvenir aux besoins de l'homme, besoins corporels, on répète encore, sensibles, intellectuels et spirituels, pour qu'il vive d'abord de sa vie corporelle et qu'il parvienne à sa perfection qui est son bien ultime. Voyez. Par exemple, l'homme a besoin de nourriture et de boissons pour son corps, de livres et d'enseignements pour sa nourriture intellectuelle et spirituelle. Le travail sert à se procurer ces biens, qui ne viennent pas tout seuls, mais dépendent en grande partie de l'activité de l'homme, surtout quand le degré de civilisation est élevé. On distingue donc là deux finalités, les besoins de l'homme pour arriver à sa perfection et les biens qui subviennent à ses besoins. Ces biens sont un but. Ces biens sont un but utile qui n'est pas visé pour lui-même, mais pour autre chose, pour la perfection de l'homme. Oui. La perfection de l'homme, elle est visée pour elle-même, c'est ce qu'on appelle un bien honnête. Bien honnête, c'est ce qui est visé pour soi-même. Bien utile, ce qui est visé pour autre chose. Le but d'une activité de l'homme peut aussi être son plaisir, comme le jeu ou une rencontre entre amis, qui ont pour but principal le plaisir. Le but, là, est un bien agréable. Le travail sert à se procurer les biens pour parvenir à la perfection. Travail qui peut être soit manuel, soit intellectuel, comme d'étudier pour parvenir à la sagesse. Après s'être procuré ces biens que sont les livres grâce au travail manuel, ou bien Internet maintenant. Nous savons aussi, puis d'autres choses, je parle des livres d'une façon, pour parler de la sagesse d'une façon, l'acquisition de la sagesse d'une façon générale. Nous savons aussi que le travail implique une certaine peine. Entre parenthèses, il faut trier les livres aussi, il faut trier les lectures. Un roman c'est bien, mais moi je dis depuis que je suis converti, je lis aucun roman, parce que c'est le produit de l'imagination d'un homme. Bon, ça peut être beau du point de vue artistique, il peut y avoir, et puis ça peut nous faire vivre des choses du point de vue émotionnel, mais du point de vue réaliste, ça ne sert à rien en fin de compte, parce que c'est pas, il n'y a aucune relation avec la réalité, tout est imaginé. Bon, ça part de faits, ça peut partir de faits réels, mais du fait qu'ils passent par l'imagination, les faits réels, les réels ne sont déformés, ils ne sont plus réels. Et donc, on ne parvient pas à la vérité
Ainsi, parce que nous savons que la vérité se découvre à travers la réalité. Hein. Donc, trier ces livres et puis essayer d'organiser un cheminement de découverte de la sagesse. Hein. Commencer par le plus facile et puis après essayer de croître dans une direction donnée. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mes études autodidactes. J'ai repris toutes les sciences, mais dans le but de découvrir la sagesse, bon, j'ai eu la chance de trouver des bons manuels et des bons maîtres comme saint Thomas d'Aquin et les pères de l'Église, et puis la grâce de Dieu aussi, bien sûr. Et vous voyez, savoir trier les livres, parce que la vie est courte, et on n'a que peu de temps, et quand on arrivera là-haut, il ne faut pas dire comme certaines têtes brûlées, excusez-moi l'expression, certaines têtes vides, oh ben on saura tout quand on sera là-haut, tu parles. Et si le fait d'arriver là-haut dépendait d'une certaine connaissance, justement, ce qui est le cas, c'est dramatique, ils vont pas arriver là-haut. Et non seulement ils vont rien voir, mais en plus ils vont pas arriver là-haut. Ils risquent de louper la marche. Alors nous savons aussi que le travail implique une certaine peine. On dit que le mot travail vient de tripalium, une sorte de trident avec lequel on forçait à travailler. Quand l'activité a pour but un bien utile ou un bien honnête, on la pratique même si elle n'est pas agréable. Parce que le but n'est pas le plaisir, mais l'utilité ou l'honnêteté, ce qui n'empêche pas d'être agréable, c'est d'ailleurs préférable. Par contre, quand le but est le plaisir ou la joie, l'activité doit toujours être agréable, au moins en grande partie, et là, on ne parle pas de travail. Voyez. Le seul cas donc où une activité n'est pas un travail, c'est celle dont le but est le plaisir. Le travail comporte la plupart du temps une certaine peine. D'un point de vue théologique, cette peine du travail est une conséquence du péché originel, c'est-à-dire une sorte de châtiment temporel suite à notre trahison de l'amour de Dieu. Au début, il n'en était pas ainsi. On devait travailler toujours de façon agréable. Ça existe encore, remarquez. Les gens qui aiment beaucoup leur métier, comme moi j'étais menuisier, bon, il y a toujours un petit peu de peine, mais elle est compensée par le plaisir de l'œuvre qu'on est en train de réaliser et puis qu'on va pouvoir contempler à la fin du travail et puis qui va être utile aussi après à des personnes et qui va être admiré. On a des compliments quand on fait du bon travail, ce qui n'est pas... On a des compliments pour un bon travail, mais après on a l'estime des gens qui savent qu'on fait du bon travail et ça c'est pas désagréable non plus. Mais grâce, c'est ce que je dis aux gens qui veulent se lancer, aux jeunes qui veulent se lancer dans une entreprise, par exemple, artisanale, je dis, faites-vous un nom, il faut vous faire un nom, il faut vous produire du travail, du bon travail, que les gens remarquent, et après ça se sait, de bouche à oreille, les gens le savent, et vous allez avoir des clients, et vous allez avoir de l'estime, et c'est, bon, pas seulement pour gagner de l'argent, c'est sûr qu'on gagne plus d'argent comme ça, mais aussi pour vivre la vie est plus agréable quand on est estimé que quand on est relégué. Mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, la peine du travail, comme toute autre peine, peut devenir rédemptrice, associée par amour aux souffrances de ce divin Rédempteur. Je crois qu'on en a déjà parlé de ça. Alors, bien que le travail manuel ait toute sa dignité, le travail intellectuel a tout de même une certaine supériorité de par sa fin qui est souvent un bien supérieur comme la santé pour les médecins, la défense des droits de l'homme pour les avocats, la recherche et la défense du bien public pour les hommes politiques, la formation de l'intelligence pour les enseignants, etc. Oui, bon là on parle dans le meilleur des cas, la recherche et la défense du bien public pour les hommes politiques. Bon, c'est vrai que souvent ils sont... Moi, je trouve que c'est un peu injuste. Souvent, ils sont accusés de chercher leur profit. Moi, je pense qu'il y a des gens honnêtes qui cherchent à faire bien leur travail. Seulement, c'est un peu agaçant d'être toujours insulté comme ça
Il y en a, moi je dis, à la limite, ils ont raison d'être malhonnêtes, parce qu'à force de les prendre pour des malhonnêtes, s'ils veulent être honnêtes, ils pourraient réagir, bon, c'est pas bien, hein, mais ils pourraient réagir en disant, bah, puisqu'on prend pour un malhonnête, je vais être malhonnête. Comme ça, les gens, ils seront satisfaits, ils auront de la matière à leur médisance. Non, faut pas faire ça, mais je veux dire, à la limite, on comprendrait un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont, comme on voit dans les pays d'Afrique ou ailleurs, là, où les gens vivent dans la misère, alors qu'il y a tout ce qu'il faut dans le pays pour vivre heureux, ça c'est un énorme problème, hein. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de boulot. Alors, donc, le travail manuel a toute sa dignité, mais le travail intellectuel, on dit, hein, a tout de même une certaine supériorité. Mais il faut tout pour faire un monde. Il ne s'agit pas que tout soit supérieur, comme la plupart la voudraient. Hein, comme disait Sainte Thérèse, dans un jardin, il y a des belles fleurs, il y a des lys, il y a des glaïeuls, des grandes fleurs, et puis il y a aussi des petites pâquerettes. Et le jardin, il est beau avec les glaïeuls et les pâquerettes. C'est tout un ensemble. Le monde humain est comme le monde minéral, végétal ou animal. Chacun doit sa beauté à la richesse de la diversité dans l'harmonie. Hein? Chacun doit sa beauté à la richesse de la diversité dans l'harmonie. Dans un jardin, voilà ce que je disais, il n'y a pas que des lys ou des roses, il y a aussi des pâquerettes et des violettes. De même, les hommes ont chacun des qualités différentes, ce qui donne la richesse de la diversité. Vous voyez, il s'agit que chacun trouve sa place selon ses aptitudes réelles données par le Créateur, qui s'y connaît en beauté dans l'harmonie pour nous rendre heureux. Il n'y a qu'à voir sa création. Donc, essayer de reconnaître ce qu'on est. Hein, quand on dit je me cherche, bon, on a raison. Déjà, Saint-Just qui disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je me cherche. Il a raison, il faut qu'il connaisse ses capacités, etc. Bon, ses désirs, mais qui sont en accord avec ses capacités. Et puis aussi prier le Seigneur. C'est lui qui il ne va pas tout nous dire non plus, hein. Il va nous laisser trouver, mais il peut nous aider à trouver justement. Voilà la fin de ce cours sur la maison. J'espère que ça vous a été, et puis que vous êtes en train de devenir un agent fervent, plein d'ardeur pour transformer le monde. Moi, je prie beaucoup pour les jeunes, pour qu'ils nous fassent un beau monde nouveau, selon ces beaux principes qui viennent du Dieu, l'être premier de l'univers qui est Dieu. Voilà, merci de votre attention. À bientôt pour le cours suivant.